Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'extension R pour Nime. Donc, la possibilité dans Nime de rentrer du code R et d'utiliser les fonctionnalités de R et des packages associés. Alors, j'essaie un peu de restituer les choses pour que tout le monde puisse profiter pleinement de cette vidéo. J'enseigne la data science, enfin, le machine learning à l'université, très bien, et je privilégie essentiellement deux outils pour beaucoup Python, voilà, avec des packages associés de machine learning, et aussi R. Alors pourquoi? Parce que ces outils-là permettent de programmer et donc ça nous permet d'aller plus loin que le simple je rentre, enfin un clic-bouton si vous voulez, sans que ce soit péjoratif par ailleurs, voilà. Mais bon, voilà, ça permet d'aller plus loin que le simple. J'ai des commandes uniquement liées à l'appel des fonctions. Voilà, très bien. Alors, ça n'empêche pas que je reste ouvert. Je reste ouvert et parmi les outils que j'apprécie particulièrement, il y a Nime. Alors, j'en ai beaucoup parlé de Nime parce que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un outil particulièrement puissant, je trouve, vraiment. Et il y a vraiment des possibilités assez intéressantes en termes de mise en œuvre des projets de machine learning. Alors, bien, ça reste un outil low-code. Et parfois, on a besoin de faire soit des choses complexes, on peut quand même programmer, hein. Il y a des boucles, il y a des actions conditionnelles sous Nime, hein. Dans le workflow concret, on peut faire des choses assez sophistiquées. Voilà. Mais parfois, on a besoin d'aller plus loin que ça. Et notamment d'utiliser la puissance de certains packages qui sont disponibles que sous R ou sous Python. Voilà. Donc la possibilité de combiner les outils est un élément euh, pour lequel je milite énormément. Hein, je pense que c'est très intéressant de savoir utiliser un outil, voilà, de savoir utiliser plusieurs outils, encore mieux de savoir les combiner pour en tirer la quintessence, si vous voulez. Ouh là là, quintessence. Voilà. Donc voilà. Alors, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps, hein. Dans cette vidéo-ci, justement, je montrais la possibilité d'intégrer du code Python dans Nime. Voilà, des composants avec du code Python dans Nime. Voilà. Alors, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, parce que je sais très bien que parfois ça entraîne des discussions à ne plus finir ces histoires-là, je me suis dit, bah, il faut également que je fasse la même chose pour R, hein. Donc, j'ai fait des requêtes Google, comme d'habitude, hein, Google est mon ami, et j'ai trouvé des choses intéressantes. J'ai trouvé déjà ici l'installation guide, très bien, qui est pas mal, hein. Voilà. Ensuite, on a la liste des composants que j'ai trouvé sur un autre site web, hein, qui est là. Voilà. Voilà. Donc, je commence à comprendre ce qu'il faut faire, mais trouver un tutoriel suffisamment clair pour pouvoir le faire en français, bah non, j'ai un peu cherché, mais j'ai pas trouvé. En français, on est bien d'accord, hein. Bon, en anglais, j'en ai trouvé quand même. Et notamment, en anglais, il y en a un qui est pas mal, qui est celui-ci, hein. Donc, vous avez l'adresse qui est là, j'écarte un peu pour qu'on voit bien. Voilà, en faisant recherche de par mots-clés. Et dans ce tutoriel-ci, ce qui est intéressant, de 16 février 2023, hein, donc il n'est pas trop ancien non plus, hein. Voilà, il y a différentes étapes que je vais essayer de reproduire et ensuite je vais essayer d'aller plus loin, justement en utilisant, en créant une étude qui soit spécifique. Voilà, un peu plus sophistiquée que le simple succession de commandes simples. Très bien, c'est ça l'idée. Voilà. Voilà. Mais bon, je conseille quand même de regarder ce tutoriel-ci parce que il parle de l'installation dans Nime déjà, ensuite de la connexion entre Nime et R qui sert de moteur de calcul pour certaines étapes, et aussi la question des packages, comment on installe des packages, hein, voilà. Parce que c'est un aspect qui sera très important. Je vais revenir dessus dans le détail tout à l'heure parce que ça me paraît vraiment, vraiment important. Voilà. Allons-y. Alors, première étape, du coup, comment j'installe ce package-là spécifique qui permet d'utiliser R dans Nime. Donc, j'ai lancé Nime ici, hein. Alors, j'ai lancé. Et en réalité, Nime fonctionne également avec le mécanisme des packages. Donc, je vais tout simplement help, install new software. Je vais aller sur le dépôt qui m'intéresse. Moi, je prends tous les sites comme dépôt, hein. Voilà. Et là, j'ai la possibilité de choisir les extensions que je veux mettre en place. Donc, intégration, par exemple, R. Voilà. Donc, il est en train de chercher là, hein. Voilà. Et il va me dire, voilà, on a la possibilité ici. Vous avez vu, hein? Donc, j'ai récupéré tout simplement ici, hein, R Statistics. Alors, j'ai pris le standard. J'ai pas pris le Windows Binaries, j'ai pris le standard, hein. Donc, Statistics. Si je mets Statistics, voilà, normalement, ça doit arriver également. Voilà.
Alors, il propose pas ici parce que je l'ai déjà installé, c'est pour ça qu'il n'est pas proposé, mais on peut l'installer du coup, hein, voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est la première étape. Donc, j'ai récupéré, voilà, et vous avez ici, dans Script, voilà, dans Scripting, j'ai R. Hein. Donc, c'est bien celui-là, hein, on est bien d'accord, hein, c'est bien celui-là que j'ai installé. Hein. Donc là, dans la copie d'écran que j'ai montée tout à l'heure, elle n'apparaissait pas parce que je l'ai déjà installée. Hein. Mais si elle n'est pas installée, cette proposition-là là, sera visible et vous avez la possibilité de l'intégrer. Du coup, j'ai des nouveaux composants ici qui apparaissent, voilà, qui permet d'intégrer du code R dans votre workflow, hein, dans votre workflow 9. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément maintenant, donc une fois que j'ai installé le package, il faut que je dise au package, le moteur R, il faut le chercher à tel endroit. C'est ce qu'on fait ici, donc c'est ce que je fais ici. Donc je vais dans Préférences et dans Name, on a R. Voilà. Et tout simplement, j'ai mis le chemin sur lequel, enfin, le chemin d'installation de R sur ma machine. Donc, c'est normalement, c'est programme file R et la version de R que vous avez. Moi, j'ai la version 4.4. Alors, voilà. Donc, une fois que la connexion est faite, c'est bon. En revanche, là où c'est très important, si vous avez besoin, hein, de packages spécifiques, il faut l'installer en amont dans R pour pouvoir les utiliser dans Name. Hmm. Dans la connexion NIME vers R, pour pouvoir en profiter, il faut que dans R, vous installez les packages. Alors, ben, c'est ce que j'ai fait moi-même. Donc, pour bien montrer comment j'ai fait, donc là, j'ai lancé RStudio, hein, mais c'est surtout c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est la console qui m'intéresse. Et je vais voir la liste des packages qui sont installés. Je vais voir la liste des packages qui sont installés. Très bien. Voilà. Alors, si je fais print de V, bon, il y a plein de choses. Donc, pour avoir la liste des packages, je récupère uniquement la colonne package. C'est ce que je fais ici. Voilà. Et voilà la liste des packages déjà installés. Alors là, dans mon tuto, dans ce tuto-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une analyse factorielle, voilà, avec le package PSYS. Alors pourquoi PSYS? Parce qu'il y a deux choses qui m'intéressent. Un, il fait des rotations de facteurs, ce que ne font pas les autres packages. Hein. J'aurais pu utiliser par exemple FactorMiner ou bien d'autres, hein, ADE4 et tout ça, mais dans ces packages-là, j'ai pas les rotations de facteurs. Donc ça, pour moi, enfin, ça me convient pas. Et le deuxième aspect qui a fait que j'utilise Psych, c'est qu'il y a la fonction predict qui permet de projeter des individus supplémentaires. Dans les autres packages, notamment francophones, hein, les individus supplémentaires sont indexés, sont spécifiés de manière à part et qui sont appelés dans le train. Pas faire un predict, si vous voulez. Et moi, je voulais absolument faire un predict sur un échantillon supplémentaire. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai pris Psych. Donc, Psych, par exemple, il est là. Il est où Psych là? C'est pas ordre alphabétique, donc Psych, il doit être par là. Là, voilà, voilà. Il est là. Voilà. Alors, il y a un deuxième facteur également que j'ai utilisé, c'est le package FDM2ID. Alors, FDM2ID, en réalité, qui permet de faire des camins. F2M2ID, il est par là. F2M2ID. Voilà, voilà, voilà. Très bien, qui permet de faire des camins. Là également, le Camins existe déjà dans le package standard de R, hein, dans Stats, mais là, pour le coup, je voulais utiliser ce package-là parce que, de nouveau, il y a la fonction predict qui permet de projeter des individus supplémentaires, hein, de connaître le cluster d'appartenance des individus supplémentaires et à l'issue d'un Camins. Voilà, tout simplement pour ça, en fait. Peut-être que dans les Camins standards, il y en avait, hein, mais bon, j'ai pas vu, mais bon. Encore une fois, hein, les packages, c'est à nous de vérifier s'ils tiennent la route ou pas. C'est ce que j'ai fait moi-même. Hein, je ne vais pas utiliser un package qui ne tient pas la route. Déjà, ça, je n'avais parlé dans mon cours de programmation R avec les étudiants. Un, vous vérifiez si le package a été publié dans le journal de R, ça veut dire qu'il a été validé par des scientifiques, déjà. Et si c'est pas le cas, si c'est le cas, bah, c'est déjà rassurant. Et si c'est pas le cas, c'est à nous, parce qu'on a une certaine expertise, d'aller récupérer le package, d'arrêter et d'aller donc récupérer le code source du package et de vérifier ce qui se passe. C'est ce que j'ai fait. Hein, c'est ce que je fais tout simplement. Hein. Donc ces packages-là, par exemple, ils sont là. Hein. Donc là, j'ai utilisé Coreplot, puis ça tout le monde connaît. Sinon, j'ai utilisé donc Psych, qui permet de faire des analyses factorielles avec donc l'analyse en composante principale, notamment avec la fonction predict, voilà, que je n'ai pas trouvé par ailleurs. Bon, à ma connaissance, hein. Oui, peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Voilà. Et pareil, F2MID qui permet également de faire un predict. Voilà, à partir d'un Camins, ce qui permet de rattacher des individus supplémentaires et de savoir à quel cluster je dois le rattacher. Bien, une fois que c'est bon, ça, du coup, je peux commencer à travailler, mais avant de commencer à travailler, je parle
de l'analyse que je vais mettre en place et les données que je vais mettre en place. Alors, les données sont là, voilà. Et les données qui sont là, voilà, je vais l'ouvrir rapidement. Alors, c'est une base que j'ai utilisée par ailleurs ici, hein. J'avais fait une vidéo sur les auto-encodeurs, voilà, par là. Et c'est cette base, c'est la même base que je vais utiliser. Très bien. Alors, dans la base qu'il y a, c'est des véhicules, voilà, très classiques, hein, qui sont décrits par un certain nombre de variables, toutes quantitatives ici. Voilà. Et on a ici les individus illustratifs. Voilà, qui sont par là. Donc les individus supplémentaires que je vais projeter dans l'espace factoriel et également que je vais rattacher au cluster que j'aurai par la suite. Donc c'est bien un tandem clustering que je vais mettre en place, hein. D'abord, je projette les individus dans un espace factoriel et ensuite, dans l'espace factoriel, je fais une clustering, une classification automatique, si je parle français, hein. Je fais une classification automatique en créant des groupes, hein. Des groupes où les individus, dans lesquels les individus sont très similaires et en essayant de faire des groupes très dissimilaires entre eux. C'est ça l'idée. Allons-y alors. Une fois que tout ça c'est dit, allons-y, je peux me lancer. Alors, comme la dernière fois, hein, dans l'extension Python pour R, je vais créer un groupe de workflow. Voilà. Et c'est extension, j'appelle ça. Voilà. Et dans ces extensions, je vais créer un workflow qui est extension R avec un exemple de clustering sur facteur. Boum! Très bien. Je l'ouvre, c'est bon. Alors, les étapes sont très classiques. Déjà, il faut que j'importe les données. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais importer les données. Donc, les données que j'ai montrées tout à l'heure, hein, c'est bien ce fichier-là avec la première feuille d'abord. D'abord, les individus actifs qui sont là. Allons-y. Donc là, je prends l'outil Excel Reader. Voilà. Et je spécifie la base que je veux utiliser. Donc, allons-y. Rose, je vais sur le bureau, dans Démo. Et voilà. Et je prends les individus actifs. Alors, il y a uniquement que ces variables-ci qui m'intéressent, bien sûr, hein. C'est la colonne modèle, là, c'est un identifiant. Donc, je ne vais pas l'utiliser dans mes calculs. Mais je vais l'utiliser pour faire les graphiques. On est d'accord là-dessus. J'exécute, je vérifie que tout est nickel, mais normalement, tout va bien. On a bien la base qui est là. Tout est impeccable. Avec les 28 individus. Alors, première étape, c'est quoi? Déjà, j'aimerais faire un corrélation plot pour voir les données, mais surtout pour voir comment je peux mettre en place là. Alors, je vais dans les composants R. Et dans les composants R, toujours dans le mécanisme de NIME, vous avez les objets en entrée, type d'objet en entrée, avec les ports d'entrée, et les objets en sortie, avec les ports de sortie. Donc il faut absolument que j'arrive à gérer ça. Donc je prends ici, j'ai un peu regardé quand même, hein, et je prends RViewTable. Qu'est-ce qui se passe dans RViewTable? Ce qui se passe, c'est que là, en entrée, il prend une table, voilà, c'est le flèche noire là, donc ce raccordement là va être possible. Et en sortie, c'est un carreau, c'est un rectangle vert, c'est un carré vert. Alors pour le savoir, bah, je lis tout simplement la documentation, hein. C'est ce que je dis également à mes étudiants. Donc, 90% de mon temps, c'est lire la doc, hein. Soit lire les articles scientifiques qui sont sous-jacentes aux méthodes que j'essaie de voir si elles sont intéressantes ou pas. Et ensuite, lire la documentation des packages qui les implémentent. Parce que souvent, entre la théorie décrite dans les articles scientifiques et le package lui-même, parfois, quand c'est pas les mêmes auteurs, parfois, il y a des simplifications, hein, ou des raccourcis, ou je sais pas quoi, hein, voilà. Même quand c'est les mêmes auteurs, d'ailleurs, des fois, il y a des raccourcis, hein. Donc, c'est à nous, absolument, de vérifier ça. Alors, donc, je regarde ici, hein, très bien. Donc, la documentation, bon, je vais pas la lire devant vous, hein. Tout simplement, ce que j'apprends, c'est que le rectangle vert, là, veut dire qu'on a une sortie image. Très bien. Allons-y. Je fais la connexion. Voilà. Et une fois que je fais la connexion, je regarde le code que je vais pouvoir entrer. Alors, déjà, un premier élément important, c'est que je me rends compte qu'il y a une variable prédéfinie, nameIn, qui désigne donc les informations qui arrivent en entrée, ici, hein. Ce qui arrive avec la flèche noire, là, en entrée, est stocké dans une variable prédéfinie qui a un nom, nameIn. Voilà. Et le nameIn, voilà, je regarde dans le workspace à droite ici, hein, le nameIn est un data frame. Donc, ce que je reçois en entrée, c'est un data frame
issu de Excel Reader, très bien, et avec un data frame avec les colonnes suivantes. Moi, je vais faire un corrélation plot. Et dans le corrélation plot, j'utilise que les variables puissance jusqu'à poids. Voilà, un modèle, je ne vais pas l'utiliser dans la corrélation, on est bien d'accord là-dessus. Très bien. Donc, je vais récupérer NimeIn en data frame, je vais exclure la colonne modèle et je vais calculer la corrélation que je vais afficher avec corrélation plot. Sachant que, donc, dans R, j'ai installé déjà le package CorePlot. Voilà. Ça, c'est très important, hein. Regardez ici dans R, il y a déjà le package CorePlot que j'ai installé. Il est où là? Il est, il est là. D'accord, hein? Donc ça, c'est un travail à faire en amont. Il faut installer R déjà, ensuite le raccorder, enfin raccorder Nime sur R, et dans R, il faut installer les packages dont vous avez besoin. Sinon, vous ne pouvez pas les utiliser. On est d'accord là-dessus. Alors, bon, dans Save ici, hein, je peux fermer ça. Du coup, je récupère le code. Bon, j'ai préparé mon code en amont parce que bon, sinon je m'en sors pas, hein. Voilà, et je le mets ici. Je vais pas le taper devant vous. J'ai mis des commentaires. Bon, tout ce code-là sera mis en ligne, bien sûr, hein. On est bien d'accord là-dessus. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Tout ce code-là, j'ai mis en ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je récupère le data frame à l'entrée, qui est là, là, voilà, et je le mets dans une variable df. Ensuite, dans df, j'exclus la colonne modèle. C'est ce que je fais ici. Voilà. Ensuite, à partir de df, où il y a puissance à poids, je calcule la corrélation. Voilà. Je charge la librairie CorePlot, qui est déjà installée dans le R que j'ai raccordé à Nime. Voilà. Et j'affiche la corrélation, le corrélation plot. Voilà, le graphique, si vous voulez. Et dans la sortie standard, j'affiche la matrice de corrélation. Allons-y alors. OK, exécute. Voilà, j'exécute en OpenViews. Du coup, là, il fait appel à R, hein. Il fait appel à R, voilà, et il récupère le graphique, voilà, et on a voilà, la corrélation plot. Bon, les variables sont toutes, c'est des voitures des années, enfin des certaines années, donc à l'époque, là, enfin toutes ces variables, ce qui paraît tout à fait logique, hein, c'est que toutes ces variables-là sont corrélées. La puissance est corrélée avec la cylindrée, avec la vitesse, la longueur, le poids. Il n'y a que la hauteur qui a un élément différent. Très bien. Ok. Alors, ça, c'est un premier élément. Voilà. Donc, ça, c'est la sortie standard. Mais on a aussi le standard. Enfin, on avait le view, là. Le view, c'était le graphique. Et la sortie standard, c'est ce qui est issu du print. Donc, allons-y. Voilà. On a bien ce qui est issu du print. On est d'accord ici. C'est ce que j'ai affiché en sortie. Voilà. Alors, j'avais dit que, en réalité, là, la sortie qui est là, c'est une image. C'est pas moi qui le dis, hein, j'avais dit. C'est R qui le dit. Vue l'image. Alors, il y a autre chose, hein, c'est ce que j'ai mis ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'issue du print. Le standard d'output, c'est l'issue du print. Voilà. S'il y a des messages d'erreur, il les récupère également. Il le... Alors, si c'est une image, donc normalement, je dois pouvoir afficher. Donc, je suis allé voir les outils qui permettent de manipuler des images. Voilà. Et par exemple, j'ai image view. Alors, image view est par là. Bon, je vais mettre comme ça parce que je ne le trouverai pas. Image view, voilà, qui est là. Et effectivement, regardez, c'est cohérent. C'est cohérent, c'est compatible. Pourquoi c'est compatible? Parce que là, j'ai un rectangle vert, et là, en sortie, et là, j'ai un rectangle vert en sortie, en entrée. Bah, du coup, je peux faire la connexion. Vérifions alors si je peux visualiser. Et effectivement, je peux visualiser. Alors, également, je peux également bah, l'afficher, enfin, le sauvegarder dans un fichier PNG, dans un fichier. Alors, c'est image writer ici. Donc là également, c'est compatible, hein. Pourquoi? Parce que regardez, la sortie, c'est un rectangle vert, l'entrée, c'est un rectangle vert. Donc, je peux faire la connexion. Et de nouveau ici, voilà, je configure et je dis, je vais sauvegarder sur le bureau dans démo et je mets mon corplot pour que .png. Alors, il y a différents formats en PNG et j'enregistre. Voilà, s'il existe, il l'écrase. OK. Et j'exécute. Voilà. Vérifions s'il y est vraiment. Il est là. Vous avez vu, hein? On est le 30 octobre 2024. Il est 10h45. 30 octobre 10h45. Si je double-clique, je peux l'afficher. Voilà, il est là, hein. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. Et le mécanisme de Nime est assez intéressant pour ça.
Alors bon, on peut renommer les sommets, hein. Je le fais pas habituellement, mais bon, comme on a fait le commentaire, je le fais. Voilà, on peut renommer les sommets, hein. Donc là, c'est individu actif, par exemple. Voilà. Bon, il y en a qui aiment boire ça, bon, pourquoi pas, hein, mais bon, c'est pas l'essentiel. Voilà. Une fois que c'est fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aimerais faire maintenant mon analyse en deux temps, mon tandem clustering. Donc, je vais faire d'abord la projection factorielle dans le plan. Voilà. Et dans cette projection factorielle dans le plan, via une ACP, hein, il y a tout un tas de choses que j'aimerais voir. J'aimerais voir la matrice des corrélations, j'aimerais voir la projection des individus, ainsi de suite. Voilà. En utilisant les fonctionnalités de R. Ben là, pour le coup, même s'il y a une ACP dans NAEM, voilà, il n'y a pas notamment une ACP avec une rotation Varimax, hein. Voilà, vous l'avez ici, hein. PCA, voilà, très bien, vous avez la documentation qui explique, hein. Voilà, donc regardez, ainsi de suite. Voilà, très bien, PCA compute, voilà, compute, voilà, très bien. Voilà. Donc moi, il y a le apply en revanche, ça c'est pas mal ça. Mais bon, moi j'ai besoin de faire une ACP avec une rotation Varimax, hein. Ça, c'est toujours une surprise. Bah, je le fais là, mardi prochain, là, je suis avec les étudiants. Et je vais parler de l'ACP. Voilà, la plupart ont fait l'ACP déjà, mais ils ont une vision un peu scolaire de l'ACP. Et moi, je leur dis non, l'ACP, ils peuvent le voir de différentes manières, et notamment dans l'ACP, on le voit rarement dans les ouvrages francophones, c'est les rotations de facteurs qui sont essentielles pour l'interprétation. Voilà. Euh, Souvent en ACP, vous avez un premier facteur qui regroupe tout, et du coup, vous avez une sorte de tautologie, si vous voulez, une pléonasme total, voilà, effet taille, on appelle ça, où toutes les variables sont corrélées avec le premier facteur. Et il faut discerner ça. Voilà. Et il y a différentes approches, notamment les ACP sur les corrélations partielles, que je verrai également, mais il y a aussi des rotations qui permettent de rendre l'interprétation plus lisible, hein, du rôle des facteurs, hein, et des positionnements relatifs entre les différentes variables. Bon, je vais pas refaire le cours ici, mais bon, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser le package Psy. Alors, pour pouvoir utiliser ça, donc je reviens de nouveau dans R, hein, très bien, je vais dans Scripting, dans R, et je vois qu'il y a un R learner. Voilà. Donc de nouveau, je lis la doc, hein, et ce que je vois, c'est il y a deux éléments essentiels. En entrée, il prend des données, ça va être les données d'apprentissage ici, et en sortie, on obtient un workspace, voilà, un espace mémoire, si vous voulez, dans lequel il y a le modèle et les d'autres informations. Ah bah, c'est exactement ce que je veux. Allons-y alors. Je mets le R learner, très bien, et je fais la connexion. Regardons ce qui se passe. Donc là, je configure, et on a une série d'informations intéressantes. Déjà, regardez bien, voilà, on a en entrée ici les data frames d'entrée, ce qui est les données qui sont là. On est bien d'accord, hein, data frame d'entrée. Qu'est-ce que je vais faire moi? Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais faire une ACP, voilà, en utilisant le package psych. Donc, c'est ce que je fais ici, voilà. Alors, je récupère le code, hein, voilà. Je supprime ça et je mets ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, oh non, je fais sauvegarde, c'est le CTRL S. J'ai le pouce, le pouce et l'index rivés sur CTRL S. Qu'est-ce qui se passe? En entrée, j'ai le data frame qui est issu de la table. Voilà, Excel Reader, qui est issu d'Excel Reader. Très bien. Voilà. Donc, ce data frame-là contient un certain nombre de variables dans le modèle, dont j'ai pas besoin pour faire les calculs. Donc, voilà, je récupère les variables actives et j'exclus le modèle. Ensuite, je charge Psy, qu'il faut installer dans R d'abord, voilà, avant de faire, quand on fait la connexion, là. Et ensuite, j'appelle l'ACP de Psy. Donc là, je mets le nom du package, deux points, la fonction. C'est pas obligatoire. Mais mes étudiants me disent, bon, on peut faire, ça marche sans, monsieur, ça marche. C'est le fameux ça marche. Et moi, je leur dis oui. Mais si on veut rendre son code lisible, ça paraît plus intéressant de mettre tout en le nom du package et le nom de la fonction. Voilà. Parce que là, c'est un code très simple, hein, mais quand le code devient très sophistiqué, très complexe, bah, l'association entre package et fonction, souvent, bah, des fois, on s'y trouve pas. Et moi, ça me paraît intéressant. Donc, moi, je m'astreins à le faire tout le temps. Mais après, on n'est pas obligé de le faire, hein. Voilà. Donc, je prends les données actives ici. Voilà. Très bien. Je veux deux facteurs. Voilà. Je veux calculer la projection des individus dans l'espace factoriel et je veux une rotation varimax pour que l'association entre les variables et les facteurs soit plus tranchée. Là, il y a deux choses qu'on voit pas dans, enfin, ici. Donc, je choisis en amont le nombre de facteurs et je fais une rotation.
La rotation, là, on le voit rarement hein, dans les paquets d'enfants francophones en tous les cas. Et de nouveau, dans la sortie standard, j'affiche les résultats de l'ACP. Je fais OK, très bien. Une fois que c'est fait ça, j'exécute. Ah. Et il me donne la sortie standard, le print de mon ACP qui est issu de Psych, hein. Donc ici, on a les différentes informations, très bien. Ensuite, on a d'autres informations. Hein. Et on voit que les deux premiers facteurs regroupent 79% de l'information disponible. OK. Voilà. Bon, il y a d'autres informations qui sont propres à Psych, hein. C'est pas l'enjeu ici. C'est pas l'enjeu ici. Et l'autre enjeu, peut-être, c'est la corrélation des variables avec les facteurs qui sont là. OK. Ça, c'est un premier élément. Donc, ça y est, j'ai fait mon ACP. Et en sortie, là, on a un rectangle cette fois-ci qui est gris. Qu'est-ce qu'il y a dans le rectangle gris? Il me dit, c'est un workspace qui contient le modèle. Voilà, notamment. Mais il y a aussi autre chose, en fait. En tous les cas, c'est un espace mémoire de R dans lequel on a les objets qu'on a créés, dont le modèle de l'ACP. Mais il y a aussi d'autres informations peut-être. Bon, on va essayer de voir ça. Donc c'est ce que je fais ici, voilà. Et notamment, donc je vais récupérer, je veux afficher les boulis des valeurs propres, voilà, en utilisant du code R. Donc c'est ce que je fais ici, voilà. Donc pour ça, j'ai besoin d'un outil qui est un RView. Alors, regardons RView, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Le RView Workspace cette fois-ci. On a vu, hein? Là c'est un WorkView table qui prend en entrée une table. Là c'est un WorkView qui prend en entrée un espace mémoire de R. Je vais le placer pour voir. Ah oui, effectivement, de nouveau ici, on a des ports qui sont compatibles. Port de sortie là, un rectangle gris, port d'entrée qui est un rectangle gris. Donc ils sont compatibles. Ah, très bien. Alors là ici, hein, je vais mettre ACP. Voilà, donc là, j'aimerais afficher par exemple les boulis des valeurs propres. Et boulis, scriptplot si vous voulez. Hein, DVP. Allons-y. Oui, non, j'ai rien. Pourquoi j'ai rien? Parce que j'ai pas fait la connexion. Donc, je fais d'abord la connexion. Voilà, je mets par là pour que, parce que ça commence à vite. Voilà. Bon, clairement, Naïm, il faut avoir un grand écran, hein, avec une bonne définition d'écran parce que vous remplissez. Alors, il y a un zoom, hein. On peut mettre un zoom si vous voulez. Hein, voilà. Mais c'est vite fait de tout remplir, hein. Donc, il faut bien organiser son travail. Alors, cette fois-ci, donc, j'ai fait la connexion. J'ouvre encore une fois. Et vas-y, voilà. Regardez. En information, j'ai l'espace mémoire qui est issu du premier calcul sous R avec l'ACP, hein. Du coup, j'ai les données. Voilà. Ça, c'est les données initiales. Ça, les données avec les variables actives. Voilà. Et notamment, j'ai l'objet ACP. Bah, du coup, je vais, avec l'objet ACP, je peux avoir les valeurs propres. Et donc, je veux faire le graphique des valeurs propres en utilisant R. C'est ce que je fais ici. Donc là, tout simplement, boum. Vous avez vu, hein? Voilà. Éboulir des valeurs propres en utilisant le plot et en utilisant la propriété values de mon objet ACP. Donc j'ai fait un attribut d'abord dans R hein, pour vérifier et j'ai vu qu'il y avait values, j'ai vérifié c'est les valeurs propres. Donc une fois que c'est bon là, très bien, je peux faire un calcul. Voilà. Et on a bien ici, voilà, le script plot. Alors bien sûr également, vous voyez qu'en sortie, c'est un rectangle vert. Voilà, donc c'est une image. J'aurais pu faire une image view et une image d'exportation, hein. Par exemple, si je veux créer un rapport, des choses comme ça. Mais bon, je le fais pas ici. Mais bon, donc ce qui est intéressant, hein, regardez bien, c'est qu'en entrée, j'ai un rectangle gris et ça veut dire que j'ai l'espace mémoire de la procédure R qui est là, hein, de la session R qui est là. C'est comme ça que j'ai récupéré les données que j'avais créées, les data frames que j'avais créés, en plus du data frame d'entrée ici. Et surtout, j'ai récupéré l'objet ACP, hein, qui contient notamment les valeurs propres. Vous avez bien vu, hein, qui est là ici. Hein, très bien. C'est génial, c'est génial. On peut faire tout ce qu'on veut en fait. Hein. Alors notamment, bah, si je veux faire par exemple le cercle des corrélations. De nouveau, je fais un RView. Voilà. Donc là, je vais faire cercle des corrélations. Mhm. Et je refais la connexion. Donc, je mets ça un peu ici, hein, parce que sinon c'est vite. Voilà. Alors, bon, j'ai regardé avec Psy, s'il n'y a pas le cercle de corrélation, ben attends, je te le fais le programme, hein. Donc j'ai préparé en amont tout simplement, hein. Voilà, très bien. Donc regardons vite le code, hein.
En entrée toujours, hein. Là, c'est un objet grisé, hein, c'est un rectangle carré, c'est un rectangle gris. Donc, en sortie ici, c'est l'espace mémoire de la session R où j'ai fait la CP, qui vient en entrée ici. Et donc, de nouveau, j'ai les différentes informations qui sont dans l'espace mémoire de R. En plus des données en entrée initiale. Donc, il y a le data frame intermédiaire que j'ai créé, ensuite le data frame avec les variables actives et la CP que j'ai créée avec Psich. Donc, je récupère les deux colonne de corrélation, et ensuite, je dessine le cercle des corrélations. Voilà, je mets le code ici, vite fait là. Encore une fois, c'est pas l'enjeu, hein. L'enjeu, c'est de faire les sessions R sous Name. Voilà. Mais bon, donc là, j'ai fixé les valeurs limites. Moins un plus un, c'est des corrélations, hein. On est d'accord. C'est un, c'est 2, c'est les vecteurs des corrélations. J'ai mis un titre. Je me suis assuré que le graphique soit bien carré et non pas rectangulaire, hein. Il faut absolument respecter les ratios. Et ensuite, j'ai mis les axes et j'ai fait un texte pour avoir les noms des variables. Alors, j'ai rajouté un petit jitter, hein, parce que sinon les variables se superposaient. Hein, du coup, ça rendait le graphique très peu lisible. Hein. Donc, j'ai rajouté un petit jitter tout simplement. Voilà. Voilà. Et là, j'ai récupéré les noms des variables. Voilà, des variables actives. Donc, modèle n'entre pas en ligne de compte ici. Oui, d'accord. Voilà, et j'ai rajouté les flèches pour faire joli. Genre, je sais faire des flèches sous R. Allons-y. Je lance ça, boum. Et voilà, on va avoir le fameux cercle des corrélations. C'est pas mal, hein? Oh, je suis très content de moi. Voilà. Alors, bien sûr, on peut faire ça avec d'autres packages, hein, si vous voulez utiliser. Admettons que vous n'avez pas besoin de faire une rotation varimax. Hein. Ben là, je vous conseille d'utiliser Factominer. Ça me paraît plus approprié pour le coup. Ou bien ADE4 aussi, qui est pas mal également. Voilà, très bien. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir l'outil le plus adapté par rapport à ce que vous voulez faire. Ça a toujours été mon discours, ça. Donc, moi, je voulais faire une ACP avec une rotation varimax. J'ai pris Psych. Mais si j'avais pas besoin de faire cette rotation varimax là, j'aurais pu prendre d'autres packages, notamment ceux qui font référence en France, hein, Factominer, ADE4, hein, voilà. Et d'autres également, hein, pour pas faire de jaloux, hein. CA est pas mal également, enfin il y en a quand même des pas mal des packages. Hein. Voilà. Alors, dernier élément, voilà, parce que je vais faire un clustering là-dessus, voilà. Je veux faire une projection des individus dans l'espace factoriel. De nouveau, donc, je fais un RView, voilà, et je vais utiliser les scores calculés via la CP. Je refais cette connexion-là. Voilà. Donc là, des individus ont envie du. Et je mets le code. Encore une fois, je l'ai préparé, hein, voilà. Très bien. Donc, je récupère les coordonnées factorielles des individus de l'objet ACP qui est arrivé en entrée ici, hein. Voilà, mon ACP qui est là, qui était dans le workspace, dans l'espace mémoire de R. Ensuite, je fais le plot. Et dans le plot, j'utilise, c'est très important cette fois-ci, la colonne modèle, qui est là, qui est dans le data frame D. Hein, qui était dans Naming aussi, j'aurais pu l'utiliser, hein, mais il est dans D que j'avais créé, hein, qui est une copie de Naming, voilà, qui est dans l'espace mémoire. Donc, dans l'espace mémoire de R, on a les objets calculés, on a aussi les data frames, tous les objets qu'on a créés, en fait. Hein. Voilà. Boum, et je lance, et voilà. Bon, pas besoin d'être prix Nobel hein, pour comprendre. Hein. Là, on a plutôt les grosses voitures, la Chrysler 300, mon Dieu, très bien. Là, on a plutôt les petites voitures, Twingo, Yaris, très bien. Ensuite, il y a un deuxième élément, ça c'est le premier facteur, hein, petite voiture, grande voiture. Et sur le deuxième facteur, les voitures plutôt hautes. Voilà, la Mercedes classe A, les petits monospaces plutôt hauts, si vous voulez. Et là, on a les voitures plutôt basses. Mazda RX-8, Mazda RX-8, mon Dieu. Ou bien la Mégane CC, des choses comme ça. Voilà, très bien. Bon, je ne vais pas faire des analyses ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a bien les coordonnées factorielles des individus dans l'espace factoriel. Alors du coup, je vais faire un clustering en utilisant ces deux dimensions-là. Normalement, si je fais un clustering là, on va avoir, si je fais quatre groupes, on aurait ce groupe-là, des grosses voitures, des petites voitures, des voitures intermédiaires, familiales, voilà, et des voitures petits monospaces. Oh, hein, ici. Voilà. Celui-là, il est plutôt inclassable, hein, mais bon. Voilà. Donc Camis ne sait pas gérer les données atypiques, contrairement à d'autres méthodes de clustering. Hein. Voilà. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je veux lancer une session R, mais en entrée, maintenant, c'est plus une table. C'est un workspace qui contient l'objet ACP. On est d'accord là-dessus. Et en sortie, je veux avoir un espace mémoire R, encore une fois, pour pouvoir faire les graphiques, ainsi de suite.
Alors j'ai regardé un peu, hein, tiens, j'ai passé le temps à lire la doc, hein. Vous imaginez pas le temps que j'ai passé à lire la doc, hein. Donc ça, j'ai passé vraiment en revue ce qu'a fait là, hein. Voilà, j'ai lu en détail ici. Très bien. Une fois que j'ai lu en détail ici, bah, je m'y retrouve, hein. Une fois qu'on comprend ce qu'on manipule, on peut faire ce qu'on veut, hein. Voilà. Et j'ai vu qu'il y a un outil R2R. Le R2R, qu'est-ce qui se passe? Il prend en entrée un espace mémoire R et il renvoie en sortie un autre espace mémoire R, dans lequel vous pouvez mettre des objets additionnels. Alléluia, c'est exactement ce que je veux. Donc, ici en entrée, je veux un espace mémoire qui contient notamment de l'objet ACP. Et en sortie, je veux avoir un espace mémoire qui contient l'objet ACP toujours et un objet supplémentaire, c'est l'objet Kamins. Ce qui me permettra de faire le déploiement sur les individus supplémentaires. Allons-y. Tout ça, je l'ai lu là, hein, on est d'accord, hein. Allons-y. Boum. Une fois que j'ai fait ça, alors, attends, je vais mettre ça un peu là, hein, parce que ça commence à prendre beaucoup de place, tout ça, hein, mon Dieu. Je vais mettre ça par là. Voilà, voilà. R to R, très bien. J'ouvre ici. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai bien en entrée les éléments qui étaient dans l'espace mémoire de R ici, de la session R ici. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire les camins en utilisant les scores de la CP, les coordonnées factorielles des individus, en utilisant le package qui permet de faire predict par la suite. C'est pour ça que je n'utilise pas la fonction standard camins. Alors tout ça également, donc j'ai récupéré là et je mets le code. Donc, très simplement, je prends la librairie que j'ai déjà installée sous R, sinon ça va pas marcher, on est bien d'accord là-dessus. Une fois que j'ai fait ça, très bien, voilà, je lance les camins sur les coordonnées factorielles et je veux quatre groupes. C'est ce que je mets ici. Ensuite, j'affiche les effectifs par groupe dans la sortie standard. Allons-y, très bien. Il fait ses calculs là, ça va arriver rapidement, et voilà. Donc, il a bien fait les quatre groupes. Dans le premier groupe, il y a 10 individus, dans le deuxième, il y a 8, dans le troisième, il y en a 5, dans le quatrième, il y en a 5. Ok. Une fois que c'est bon ça, alors, bah, très bien. Donc, normalement, à la sortie de l'objet qui est là, j'ai un, l'objet ACP avec les coordonnées factorielles, et deux, l'objet cluster Kamins avec le cluster d'appartenance des individus, hein. Parce que c'est bien ce qu'on a eu là, hein, regardez bien, c'est la propriété cluster de l'objet Kamins qui m'a permis de faire le table ici. On est bien d'accord là-dessus. Bah, du coup, alors, je peux faire un graphique où je reprends la représentation factorielle des individus en les coloriant selon le groupe d'appartenance. Donc là, j'ai mis Kamins, hein. Boum. Allons-y alors, je vais faire de nouveau un AirView Workspace. Voilà, je le renomme Proj avec cluster. Voilà, et je mets ici. Alors, regardons. On voit bien ce qui se passe. C'est quand même pas mal, hein. On a bien l'objet ACP et on a maintenant un nouvel objet, c'est l'objet KM que j'ai créé précédemment, hein. Vous avez vu, hein? Là, ici, là, j'ai créé l'objet mon KM. Voilà. Et donc, il est dans l'espace de R maintenant, l'objet mon KM que j'ai créé ici. Donc, et c'est bien ce qu'on voit ici, là. Donc, il y a l'objet ACP qui a été créé précédemment et il y a un objet supplémentaire, c'est l'objet KM. Du coup, je peux faire la projection des individus en illustrant les points, en coloriant les points, voilà, selon le groupe d'appartenance. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà. De nouveau, regardez bien. Voilà, regardez bien. Tac. Là, avec l'objet ACP, je récupère les coordonnées factorielles. Ensuite, ici, avec l'objet cluster, avec l'objet mon KM, qui est mon clustering, en fait, hein, issu du Kamins, j'ai la propriété cluster, qui me donne le cluster d'appartenance des individus. Du coup, je peux bien faire le plot, voilà, et en mettant ici en le texte avec le modèle et illustré par les couleurs. Voilà, très bien. Zoom, on aura le graphique maintenant.
Alors, je fais un petit commentaire rapide là, hein. Moi, quand je fais une projection factorielle, je m'astreins toujours à mettre les mêmes étendues en abscisse et en ordonnée. Pourquoi? Parce que sinon, les proximités sont trompeuses. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, ça je dis aux étudiants, hein, enfin les étudiants me disent, il faut mettre les pourcentages ici. Les pourcentages de variation en fait, hein, d'étendue si vous voulez, hein, voilà, donc la variance restituée. Mais ça veut dire que il faut que quand vous regardez le graphique, il faut tenir compte du fait que là, par exemple, c'est 60% et que là, je n'ai que 20. Du coup, là, en fait, c'est plus étendu que ici. L'abscisse est plus étendue. Ah, c'est impossible. C'est impossible. Euh, Je, je veux bien qu'on regarde un graphique et qu'en même temps, dans la tête, on s'arrange pour dire, mais là, c'est plus étendu que là, en fait. Ouh là là, c'est ingérable. C'est ingérable. Donc, moi, ce que j'ai dit aux étudiants, c'est que quand vous faites une ACP, vous avez intérêt, en réalité, à mettre les mêmes étendues en abscisse et en ordonnée, et comme ça, et en mettant un graphique avec un graphique carré, voilà, comme ça, voilà, visuellement, vous avez exactement une idée des proximités sans avoir à tenir compte du fait que l'étendue est plus élevée en abscisse qu'en ordonnée, parce que la variance restituée est plus élevée en abscisse qu'en ordonnée. Ah, et voilà. Donc on voit bien ici, hein, on voit bien que voilà, la modus est près de mes, voilà, et que là on a vraiment la perception, on a une perception de la réalité des choses ici, voilà, sans avoir besoin des pourcentages là et là. Ça, c'est vraiment un élément important, hein. Euh, je sais bien qu'on vous dit tout le temps, les pourcentages, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça force un exercice supplémentaire qui n'est vraiment pas très accessible. C'est pour ça que moi, je préfère le faire différemment, hein. C'est ce que je montre dans le code ici, hein. Voilà, dans mon code qui est là, regardez bien. Je dis bien que l'étendue en X et en Y sont les mêmes. Voilà, donc il faut vérifier en amont tout simplement, hein. Et je mets aspect égal à 1, voilà, pour que le ratio abscisse ordonnée soit bien le même, pour avoir un graphique qui soit carré. Et à partir de là, les proximités dans le graphique sont les vraies proximités restituées par le plan factoriel, sans avoir à s'embêter sur les pourcentages de variation restitués par les axes. Ok. Bon, je reviens ici sur notre affaire, hein. On voit bien ici, hein. On voit bien. Oui, grosse voiture en bleu, petite voiture en vert. Voilà les voitures familiales ici. Ils savaient pas où le mettre, donc il l'a mis avec eux. Les voitures plutôt, enfin, intermédiaires. Et les petits monospaces sont en haut ici. Alors Velsati, c'est pas un petit monospace, hein, mais elle est haute quand même, ceci étant, hein. Donc c'est pour ça qu'elle est là. On est bien d'accord là-dessus. Bien. Une fois que j'ai ça, alors, ben, j'aimerais positionner les individus donc supplémentaires et dans l'espace factoriel et les rattacher à leur groupe d'appartenance, hein. Voilà ici. Rappelez-vous, hein, dans mon fichier de données, il y a des individus supplémentaires, c'est les voitures Peugeot. Je vous montre ici. Voilà. Du coup, bah, la 407, alors on la rattache à qui? La 307 CC, on la rattache à quel groupe? La 1007, c'est quoi une 1007? À quel groupe de voitures on pourrait le rattacher? Ou la 607 d'ailleurs, hein. Voilà. Bon, là également, on connaît un peu les voitures, on sait d'office. On va voir si les données confirment ce qu'on pense des voitures, justement. Donc déjà, première étape, il faut que je charge les données supplémentaires là. On est d'accord, les individus illustratifs. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Donc, de nouveau, je remonte et en IO, je mets Reader, Excel Reader, et je vais chercher le deuxième jeu de données. Donc, configure, je vais là, sur le bureau, et je prends des mots, et voilà. Et cette fois-ci, je prends les individus illustratifs, les quatre voitures Peugeot, hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J- J'ai besoin de deux étapes. La première étape, c'est que, un, je dois faire une prédiction, entre guillemets prédiction, hein, sur les individus supplémentaires. D'une part, une projection dans l'espace factoriel, et d'autre part, un rattachement à un cluster. Voilà, hein. Donc la prédiction entre guillemets ici, c'est deux étapes. Une projection des individus supplémentaires dans le repère factoriel, et ensuite, dans ce repère-là, c'est rattaché en calculant la distance au barissant, tout simplement, hein, des individus supplémentaires. Alors dans R, il y a un outil intéressant, c'est l'outil Predictor. Donc l'outil Predictor, on va voir ce qu'il fait. Il prend en entrée deux éléments. Il prend en entrée un data table, voilà, des données, un jeu de données avec la flèche ici, un data input,
Voilà, on voit les flèches qui sont compatibles. Donc, ça, déjà, je peux le faire. Très bien. Et le deuxième élément, c'est qu'il prend en entrée un workspace de R, un espace mémoire de R qui contient des objets. Ben, là également, il y a un rectangle gris, hein, en entrée. Il paraît compatible avec la sortie grise ici de R2R, hein, qui combine l'ACP et le clustering. D'où je le mets ici. Non, mais franchement, Naïm, c'est vraiment pas mal. Naïm, c'est vraiment pas mal, hein. C'est bon, j'ai fait beaucoup de projets dans ma vie, mais s'il y a un projet auquel j'aurais aimé participer, c'est bien Naïm, parce que je le trouve vraiment intéressant, la conception qu'en est faite là. Enfin, c'est génial. Alors bon, il faut que je charge les données, sinon on ne les verra pas, hein. Voilà, une fois que je suis là, je peux ici coder. Et donc le codage, c'est quoi? C'est qu'on va prendre en entrée ces données-là, on va faire un prédict sur l'ACP d'abord, pour projeter des individus, et ensuite faire un prédict sur les camins pour attacher au groupe. C'est ce que je fais ici. On va voir. Alors, regardez ce qu'on a en entrée. On a l'objet ACP, voilà, l'objet Camins, et on a le naming, qui est le data frame qui vient des individus supplémentaires cette fois-ci. C'est ça, hein? Voilà. Donc le name in, là, qui est là, en réalité, ça représente les données qui sont en entrée ici, cette fois-ci. Cette fois-ci. Hein. Voilà. Et non pas les données des individus actifs. Et dans l'espace mémoire, il y a les individus actifs que j'ai copiés dans un autre data frame pour qu'il n'y ait pas un conflit de nom et les objets ACP et Camins. Allons-y alors, ben, on va pouvoir le faire, hein. Donc, ah, je mets le code et j'explique. Voilà. Donc, je récupère les individus supplémentaires que je mets dans un data frame que j'appelle DBIS. Ensuite, dans DBIS, il y a toutes les colonnes, y compris modèle. J'évacue la colonne modèle qui ne sert pas au calcul. Ensuite, je fais un prédict. C'est pour ça que j'ai utilisé psych. Avec psych, je fais un prédict. Voilà. Pour la projection des individus dans l'espace factoriel. Voilà. Et ensuite, je fais également un prédict, donc à partir des coordonnées factorielles, en utilisant les camins. Donc, je rattache chaque individu supplémentaire à son cluster d'appartenance en calculant les distances au barycentre. J'aurais pu le programmer ici, mais comme il y a un package F2MID là qui le fait très bien, prenons plutôt ce package-là. On est d'accord là-dessus. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai un data frame dans lequel je vais rajouter les coordonnées des individus, les modèles, enfin les modèles des véhicules, hein, euh, 607, P607, P307cc, P1007, ainsi de suite, P407 pour Peugeot, ainsi de suite. Et je rattache également le cluster d'appartenance. Alors, on peut faire afficher dans la sortie output, voilà, print. Je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Voilà. Non, sauvegarde. Bien, une fois que c'est fait ça, tac, voilà, exécutons. Donc, il charge bien les données en entrée ici et il fait les deux étapes que j'ai mis ici. Bon, j'ai rien mis, j'ai pas mis de print, hein, c'est pour ça qu'il n'y a rien ici. On est d'accord là-dessus. Voilà. En revanche, en sortie, là maintenant, j'ai une table, hein. J'ai une table avec le data frame que j'ai créé là, hein. Nameout là, donc nameout cette fois-ci, c'est une variable prédéfinie en fait qui symbolise la flèche de sortie, qui dit c'est une information sous forme de table, hein. Voilà. Donc nameout est une variable standard comme namein ici, hein. Voilà. Et nameout en fait, ça représente cette flèche-là, data output. Donc ça y est, dans nameout maintenant, j'ai mis cette information-là. On peut le visualiser, hein. Regardez ici, data output. Voilà. Et voilà bien les données qui en sortent. On a quoi? On a les coordonnées factorielles, voilà, des quatre voitures supplémentaires, les noms des modèles correspondants et les clusters d'appartenance. Donc je vois que la 407 a été rattachée au cluster 1, la 307 CC, la Peugeot 1007 a été rattachée au cluster 4 et la 607 au cluster 3. Qu'est-ce qu'il me faut alors? Ce qu'il me faudrait maintenant, c'est faire un graphique où je peux faire un graphique déjà ici. Hein, à la sortie, la data table, je peux faire un graphique pour projeter les individus supplémentaires. Mais faire un repère où on voit que les individus supplémentaires, c'est pas très parlant. Ce qui c'est intéressant, c'est mettre les individus actifs, un peu en grisé, et mettre par-dessus, au-dessus les individus supplémentaires pour voir les rattachements associés. Ce serait pas mal, ça, hein. C'est ça qui est. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, j'ai un data frame
avec uniquement les individus supplémentaires. Ah bah du coup c'est compliqué là. Comment je peux faire alors? Alors une des possibilités, j'ai essayé de faire ça mais c'est pas une bonne idée. Une des possibilités c'était de dire je récupère ici les données actives et je vais le concaténer dans un data frame avec les données illustratives. Comme ça, je peux faire le graphique à côté et rajouter une colonne qui permet de savoir qui est actif, qui est illustratif. Hé, hé. Quand j'ai commencé à faire, c'est facile à faire. Mais quand j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte que ça allait être très difficile à expliquer. Et non, non, il faut absolument que ce soit lisible. Donc du coup, je suis parti sur une autre solution. Et ça me permet de montrer un autre outil. Qu'est-ce qui se passe? Là, à la sortie, là, j'ai des individus supplémentaires, voilà, sous forme de table. Et là, la sortie ici, j'ai un workspace avec les individus actifs et les coordonnées factorielles via l'objet ACP et les groupes d'appartenance via l'objet MonKM. Donc, du coup, ce qui serait bien, c'est que je connecte ces deux-là pour pouvoir l'exploiter. Ben, il y a un outil sur ça, c'est Add Table to R. Je vais rajouter dans R, voilà, dans l'espace mémoire de R, là, voilà. Donc là, c'est, voilà, j'ai, mince, voilà. Là, je vais connecter la table des individus supplémentaires en sortie ici, avec l'espace mémoire dans lequel on a les objets, voilà, ACP et l'objet Camins, des données actives. Et comme ça, on va pouvoir faire ce fameux graphique qui permet de visualiser ces différentes informations-là. Allons-y. Qu'est-ce que je mets ici alors? Hein, donc on est entré ici, regardez, hein, on a l'espace mémoire de R issu de là, et la nouvelle table que j'ai créée ici, qui correspond aux individus supplémentaires avec leurs coordonnées factorielles et les clusters d'appartenance. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais combiner tout ça. Alors là, on a les objets de l'espace mémoire, et là, le naming, c'est les individus supplémentaires avec leurs coordonnées factorielles. Du coup, voilà, regardons ce qui se passe. Je récupère naming que je mets dans un data frame spécifique, voilà, et j'affiche ce qu'il y a dans la mémoire maintenant. Bien vérifier que tout ça est bien visible. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a dans mon LS? Hein, voilà, il y a les différents objets. On a les données actives, on a l'objet KM, l'objet ACP et l'objet KM, et surtout, j'ai le data frame avec la table supplémentaire qui sont maintenant dans le même espace. Donc, je vais pouvoir faire le graphique combinant les informations de l'ACP et de Camins sur les individus actifs et la projection des individus supplémentaires. L'idée, tout simplement, ici, en fait, c'était de ramener les données qui sont issues de ce calcul-là, la table qui est là, dans le même espace mémoire que là où j'avais fait mes calculs. Donc maintenant, je peux mettre un AirView, hein. Pour faire mon graphique. Donc dans mon graphique, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bien. Donc je vais élargir ça un peu et je récupère le code. Voilà. Tac, tac, tac. Du coup, dans le code, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je vais agrandir un peu, qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. Avec l'objet ACP du premier espace mémoire, voilà, euh, je récupère les coordonnées factorielles. Ensuite, je les projette dans l'espace factoriel. On les colle, voilà, voilà. Enfin, je prépare ici, en fait, hein. Voilà, c'est plus ça, en fait. Voilà. Et et je mets une couleur un peu différente. J'aime bien les couleurs différentes. Ici, plutôt pastel pour le coup, hein. Voilà, moins flashy. Voilà. Avec leur cluster d'appartenance. Donc ça, c'est les individus actifs. Voilà. Et pour les individus illustratifs, voilà, avec le deuxième data frame qui est dans l'espace mémoire des individus illustratifs, voilà, je le mets cette fois-ci et j'affiche les modèles et je mets une couleur plus forte pour qu'on les voit en surimpression. Voilà. Donc c'est ça l'idée, hein. Donc cette étape-là est essentielle. Sinon, je ne pouvais pas connecter ces deux informations-là, hein, les données actives et les données illustratives. Il fallait que je puisse les connecter. C'est ce que j'ai fait ici. Il y a d'autres manières de faire. Je suis absolument d'accord sur le fait qu'il y a d'autres manières de faire. Mais bon, moi, j'essaie de faire comme ceci pour pouvoir utiliser ce nouveau composant-là.
hein. C'est ça l'idée, en fait, hein. Voilà, faire une forme de jointure, si vous voulez, hein. Voilà. Et du coup, maintenant, je peux faire, voilà, projection avec un sup. Allons-y, c'est ce que je fais ici. Exécute en OpenViews. Très bien. Et on a bien, voilà. Et on voit bien les rattachements. Voilà. Donc, on avait les différents groupes, les quatre groupes. La Peugeot 1007 a été rattachée au groupe des petits monospace. Oui, effectivement, le Peugeot 1007, c'est un petit monospace, hein. Voilà. Ensuite, la 607 a été rattachée au groupe des grosses voitures. Berline, bah oui, elle a la même classe que la Mercedes classe E, que l'Audi A8, donc sa place là est tout à fait légitime, si vous voulez. Ensuite, on a les voitures familiales intermédiaires. La Peugeot 407 est bien proche de la Vectra, c'est absolument pas étonnant. Alors, 307 cc, oui, on peut se poser des questions, mais là, on voit la Mégane CC, là. Donc, la proximité de 307 cc, ah ben, oui, ça paraît tout à fait légitime, effectivement. Donc, on voit bien le rattachement des individus supplémentaires dans l'espace factoriel avec les individus actifs et les clusters d'appartenance. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je reviens en amont ici, hein, je reviens à cette idée-là. On peut également, donc ici j'avais fait une vidéo où je montre qu'on peut intégrer du code Python dans Lime. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, hein, parce que moi je suis totalement agnostique sur les outils, hein, je fais pas de religion des outils du tout, hein. Moi, tout simplement, je cherche l'outil le plus adapté par rapport à ce que je veux faire. J'ai souhaité faire une autre vidéo où je montre que c'est possible également de le faire avec R. Très bien. Et on a des outils, on a une combinaison d'outils qui est assez intéressante. Et pour montrer ça, justement, j'ai fait ce petit processus-là qui paraît un peu complexe, mais en réalité qui est extrêmement lisible. C'est ça l'intérêt de Nime. C'est que les opérations qu'on fait, que nous réalisons, sont très lisibles. Suffit de bien organiser simplement ces composants et comprendre le rôle des ports dans les connexions, les signes là, qui sont très, très intéressants en termes de qu'est-ce que je dois mettre en connexion avec les différents composants. Bien. Alors, comme d'habitude, hein, je mettrai en ligne, une fois que j'aurai mis en ligne la vidéo, je mettrai en ligne également donc le code R qui est là, hein, que j'avais préparé ici, voilà, et également l'archive du workflow sous Name. Voilà. Excellent travail à tous.